La Coupe d'Afrique des Nations, c'était censé être une fête, un moment d'unité, un moment de football. Mais cette CAN 2025 n'a pas seulement laissé un vainqueur, elle a laissé des doutes, des colères et une Afrique divisée. Le Maroc n'organisait pas qu'un tournoi, il jouait son image, son pouvoir, son avenir. Pendant que les stades brillaient, des jeunes manifestaient pendant que le monde regardait. C'était un palais de décisions incompréhensibles pendant que le football avançait. La polémique ne s'arrêtait jamais. Arbitrage contesté, VAR sous pression, colère des supporters, sanctions, soupçons et une question que tout le monde murmurait. Est-ce que cette CAN était encore du football? Alors que l'Afrique doutait, un dernier match allait tout faire basculer face au Sénégal. Mais avant d'arriver à ce match, revenons en arrière. Parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est jamais juste du football. C'est un continent qui se regarde dans un miroir. C'est une histoire de fierté, de rivalité, de mémoire. En 2025, ce rêve africain avait un pays hôte, le Maroc. Pour la deuxième fois de son histoire, le royaume ouvrait ses portes à l'Afrique entière. Des stades flambants neufs, des infrastructures modernes, des caméras du monde entier braquées sur Rabat. Sur le papier, tout était prêt pour une CAN historique. Le Maroc arrivant à favoriser une génération talentueuse, une nation respectée, mais une seule Coupe d'Afrique remportée en 1976. 49 ans de promesses, 49 ans de pression. Dès le premier match, une victoire 2-0, le message semblait clair. Très vite, il est devenu évident que cette CAN ne serait pas comme les autres. Cette CAN, ce n'était pas seulement 24 équipes et un trophée à soulever. C'était un test, un symbole, une démonstration. L'Afrique regardait, le monde observait. Et personne à ce moment-là ne se doutait que ce rêve africain allait peu à peu se transformer en l'une des plus discutées, les plus controversées et les plus lourdes de l'histoire africaine. Parce que parfois, quand les enjeux dépassent le football finit par se briser. Le Maroc ne recevait pas simplement une Coupe d'Afrique des Nations. Il jouait bien plus qu'un tournoi de football. Pour la deuxième fois de son histoire, le royaume devenait le centre du football africain. Des stades flambants, des organisations millimétrées, une promesse offrit à l'Afrique la plus grande CAN de son histoire. Une génération talentueuse, une demi-finale en Coupe du Monde en 2022, encore dans les mémoires et une ambition claire, gagner enfin à domicile. L'enjeu dépassait largement le rectangle vert. Selon BFM TV et RMC Sport, la CAN 2025 représenterait pour le Maroc un enjeu stratégique de soft power. Du soft power également. Une façon de montrer qu'on peut organiser une coupe de football à l'échelle du continent. Une vitrine, un message adressé à l'Afrique tout entière. Montrer sa capacité à organiser, à sécuriser, à investir et à rayonner. Cette CAN n'était pas une fin, c'était une répétition générale. Car en 2030, le Maroc organise la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. La Coupe du Monde 2030 qui vont se dire on peut aller au Maroc et aussi d'ailleurs en Espagne et au Portugal. C'est dans 3 pays en même temps en 2030. La CAN 2025 devait être la preuve, la démonstration, le test grandeur nature. Mais tout test a un prix. À l'automne précédent la compétition, des voix se lèvent dans le pays. Des jeunes manifestent. Ils dénoncent les milliards investis dans les stades, pendant que la santé, l'éducation, l'emploi peinent à suivre. À l'automne, vous avez vu, il y avait des manifestations des jeunes, la Gen Z 212, du nom 212, c'est le numéro d'indicatif du téléphone du Maroc, qui voulait que, donner 2 milliards d'euros pour construire des stades, très bien, mais un petit peu aussi pour la santé, l'éducation et la jeunesse, pour l'emploi. Un malaise social réel, documenté, relayé même par certains joueurs. Le message est clair, cette CAN n'est pas seulement une fête, elle est aussi un miroir de l'ambition du pays, mais aussi de ses tensions internes. Quand un pays joue son image, son prestige et son avenir international, le football ne reste jamais seulement du football. Quand une nation organise une CAN, on attend la fête, on attend la joie, la fierté de voir son pays briller. Mais il y a une autre réalité plus profonde, une réalité qui ne se voit pas sur le terrain mais qui se ressent dans l'air. Le Maroc, pays hôte, n'a pas seulement une équipe à défendre, il a une image à protéger, un symbole à faire briller, un message à envoyer au monde. Regardez-nous, nous sommes capables. Mais ce message, certains l'ont pas reçu comme une victoire, certains l'ont reçu comme une provocation. Et quand le peuple commence à se demander pourquoi tant d'argent pour des stades, pourquoi si peu pour la santé, l'éducation et l'emploi, le stade cesse d'être un théâtre, il devient un miroir. À l'automne, des jeunes ont manifesté et ils vont dénoncer les milliards qui ont été investis dans les différentes infrastructures, comme je l'ai dit plus haut. Imaginez un stade plein, une nation en liesse, et en même temps, une colère qui couvre. Imaginez les supporters qui applaudissent, mais qui se demandent aussi si ce match vaut le prix payé par leur pays. Et c'est là que la fissure apparaît. La CAN ne devient plus seulement un tournoi, elle devient un débat, une question de légitimité, une question de priorité.
Le football à ce moment-là ne peut plus être isolé. Il est relié à la société, à la politique, à l'histoire, à l'avenir. Et quand le peuple commence à douter, quand les supporters commencent à murmurer, quand les réseaux s'embrassent, alors le tournoi cesse d'être un simple spectacle, il devient une épreuve. Si tu aimes ce documentaire, je t'invite à t'abonner pour recevoir plus de documentaires comme celui-ci. Et si tu as encore assez de la vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo pour encourager le travail. Et pour recevoir des vidéos similaires qu'on a déjà produit bien qu'on produira dans le domaine. Et c'est dans cette atmosphère que la CAN 2025 va continuer, pas seulement comme une compétition, mais comme un test de confiance, un test de vérité. La CAN 2025 c'était censé être une célébration, un tournoi de paix, de fierté de football. Mais très vite, les tribunes ne sont plus seulement des tribunes, elles deviennent un juge. On parle de la CAN comme d'un événement sportif, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, elle a commencé à ressembler à d'autres choses. Une compétition où les décisions arbitrales ne sont plus seulement contestées, elles sont remises en question dans leurs intégrités. Des matchs où à plusieurs reprises, des supporters, des journalistes, des observateurs ont décrit une atmosphère d'injustice. Ils ont vu des situations qui, selon eux, semblaient incohérentes, des fautes non sifflées, des actions arrêtées, des gestes perçus comme des préférences. Et dès que ça arrive, la rumeur se transforme en soupçon. Le match Cameroun-Maroc a été vécu comme un symbole de colère, un symbole de frustration, un symbole de ça ne peut pas être juste. Et même des dirigeants ont exprimé leurs indignations. Mais ce n'est pas un jugement, c'est juste ce que les gens ont ressenti. Car quand une compétition est vue comme injuste, le doute ne s'arrête pas à un match. Il commence à s'étendre. Parce que dans un tournoi où le pays hôte est en position de force et où l'enjeu est aussi politique, la moindre controverse devient une bombe. Et une bombe, quand elle explose, ne fait pas seulement du bruit, elle laisse des cicatrices. Alors la CAN 2025, au lieu de devenir un champ de victoire, est devenue un terrain de méfiance. Une CAN où chaque décision est scrutée. Une CAN où le public ne veut plus seulement voir un match, il veut voir la vérité. Et c'est ici que le tournoi change de visage. Ce n'est plus seulement une compétition, c'est un test de confiance. Un test où le football doit prouver qu'il reste un sport. Et le pire, c'est que la CAN 2025 n'était pas seulement jugée par le terrain, elle était jugée dans les cœurs. Quand un événement devient trop grand, il cesse d'appartenir au sport. Il devient un miroir et ce miroir commence à se fissurer. Parce que plus la CAN avançait, plus les voix s'élevaient, plus les décisions semblaient se jouer ailleurs que sur le terrain. Il y a eu des matchs où des supporters ont senti que quelque chose ne tournait pas rond. Des arbitres sifflant d'une manière qui semblait déséquilibrer le jeu et des gestes qui à la télévision paraissaient impossibles à expliquer. Le match Cameroun-Maroc est devenu l'image la plus lourde de cette CAN. Un match où certains ont vu des décisions flagrantes et où la colère est montée jusqu'aux tribunes. Samuel Eto'o s'est levé pour protester. Il a été sanctionné de 20 000 € d'amende et d'une suspension de 4 matchs. C'est une information qui a fait l'effet d'une bombe. Et ça, c'était même pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après de multiples fois que le Maroc a cassé, blessé les joueurs camerounais sans que l'arbitre ne s'arrête, le Maroc va commettre 3 fautes dans sa surface de réparation. Et tenez-vous bien, l'arbitre ne va siffler aucune de ces fautes. Il ne va même pas regarder la VAR sur une seule de ces fautes pour savoir s'il y a eu faute ou pas. Et puis encore, on a vu par exemple une action là où un défenseur marocain va couder le joueur Eta Young et l'arbitre va siffler contre Eta Young. C'est dans cette atmosphère-là que ce match-là s'est joué. Une équipe qui avait l'impression que son jugement avait déjà eu lieu. Et c'est comme ça que le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, s'est levé pour attirer l'attention de la CAF vis-à-vis de ça. Et ils n'ont pas réagi et il a été sanctionné après le match. Et ça pose une question simple. Si la colère d'un président est punie, alors que la colère du peuple reste sans réponse, alors qu'il protège le football africain. Certains ont commencé à parler de corruption, d'autres ont évoqué des matchs achetés, des équipes fortes qui chutent, inexplicablement. Des entraîneurs qui, en conférence de presse, disent que leurs joueurs sont fatigués. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste dignes comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste dignes comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Votre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Grand merci. Grand merci.
c'est que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe de Camerounais préparée. Ce sont des accusations lourdes et elles demandent des preuves. Je ne peux pas confirmer ces faits, mais je peux dire ceci. Dans l'esprit des gens, le doute est devenu une certitude. Et pendant que le doute grandissait, des histoires encore plus sombres ont circulé. Des journalistes auraient été retrouvés morts au Maroc alors qu'ils couvraient la CAN. Une information tragique qui a jeté une ombre terrible sur l'événement. Quelle est cette compétition où on voit des gens mourir? Parce que quand la mort s'invite dans une compétition, le sport n'est plus une fête, il devient un cauchemar. Et puis il y a eu les histoires de billetterie, des billets refusés ou vendus en quantité trop faible aux équipes adverses. Des supporters qui se demandent, est-ce que tout le monde est vraiment invité à cette CAN? Ou seulement ceux qui doivent applaudir? Et c'est là que la CAN a commencé à perdre quelque chose, ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre, la confiance. Et dans cette atmosphère, un match allait bientôt tout décider. Un match qui allait prouver que le football peut être à la fois magnifique et terriblement injuste. Le stade Prince Moulay Abdellah plein. Un océan de voix, un pays entier qui retient son souffle. Et au centre, deux équipes, deux destins, une finale. Le Maroc chez lui, le Sénégal face à l'histoire. Les deux équipes ont communément une étoile. Une seule CAN remportée. La rencontre démarre, une finale doit démarrer. Toute l'Afrique, indignée par ce qui s'est passé pendant la CAN, va déposer toute son espérance sur le Sénégal. Le Sénégal qui est aussi un grand favori, une équipe très forte. La rencontre démarre comme une finale doit démarrer. Tension, rythme, intensité. Chaque ballon devient une question, chaque duel un jugement. Le Sénégal crée les premières alertes, le Maroc répond. Les deux gardiens deviennent des murs. Bruno Impérial, Mendy vigilant. Mais ce n'est pas un match normal. Dans la tête de tout le monde, il y a déjà l'ombre des polémiques. Et puis, la fin arrive. Pendant que tout le monde peut se dire que c'est une finale assez calme, loin des finales qu'on a l'habitude de voir, personne n'a pu dominer pendant cette finale. Le score arrive à la fin du match à 0-0. Subitement, un corner, un but marqué par le Sénégal. Et puis, l'arbitre va annuler ce but-là, dû à une faute qu'il y a eu dans la surface de réparation. Il ne va même pas regarder la VAR, il va directement annuler le but. Pendant cette action, beaucoup d'internautes vont dire qu'il n'y avait pas faute. On observe très bien le fait que c'est lui qui est parti chercher un contre. Il a placé ses joueurs sur le défenseur et subitement quand le défenseur a avancé, il est subitement tombé. Pourtant le défenseur ne le jouait pas, le défenseur jouait le ballon. Et les joueurs expliquent que si l'arbitre regardait la VAR et le match était normal, il n'y aurait pas faute. Parce qu'il n'y a pas eu raison pour qu'il tombe. Puis le match va continuer normalement. On arrive dans les dernières minutes du match, temps additionnel. L'arbitre va se donner 8 minutes de temps additionnel. Dans ces dernières minutes du temps additionnel, proche de la 8e, on va observer un joueur sur le terrain, un avant-centre du Maroc, s'approcher subitement de l'arbitre et commencer à l'arbitre, commencer à se fâcher sur le terrain, commencer à expliquer à l'arbitre qu'il y a une faute. Personne ne comprend, les supporters ne comprennent pas ce qui se passe. L'arbitre lui-même ne comprend pas. Il va expliquer à l'arbitre qu'il y a une faute, il y a une faute. Et l'arbitre va donc interroger la VAR. Il remarque que lors d'un centre dans la surface du Sénégal, il y a eu effectivement faute sur Brahim Diaz, l'avant-centre du Maroc. Et là, l'avis des internautes encore sur les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, là, on peut dire qu'il y a eu faute. Parce que réellement, il y a eu faute. Mais, l'arbitre est parti regarder la VAR cette fois-ci. Et il va approuver la faute et siffler le penalty. Imaginez que vous jouez une finale. Vous avez fait 0-0 jusqu'à la dernière minute. Et puis, on siffle un temps additionnel. Et à la dernière minute du temps additionnel, on vous siffle un penalty. Ça veut dire que, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer. Si le Maroc marque ce penalty, il y a plus de temps pour que le Sénégal joue une seule action pour essayer d'égaliser. Et là, automatiquement, le Maroc gagne. Puisque directement après le penalty, l'arbitre va devoir siffler la fin du match. Comme le football classique qu'on connaît. La foule va exploser. Le monde entier retient son souffle encore une fois. Les supporters sénégalais vont descendre dans les tribunes, ravager, casser les sièges partout. De cette équipe, comment accepter ce penalty? Surtout qu'une action qui était déjà passée. Que c'est un joueur qui ramène l'arbitre de cette action-là. Et les joueurs se demandent, est-ce que ce n'est pas une faveur accordée aux Marocains? Dans la finale qui était jusqu'à présent assez calme, et loin des attentes même qu'on avait d'une finale,
vire directement à 180 degrés et risque d'être décidé à partir d'un seul penalty. C'est là où on voit l'entraîneur sénégalais charismatique ancré sur le terrain demander à son équipe de rentrer au vestiaire. Parce que face à cette injustice-là, pourquoi se battre? Pourquoi se battre face à une équipe qui est prête à tout pour avoir le trophée? Autant il est laissé ce trophée. Plusieurs gens ont essayé de s'expliquer face à l'ABIR. L'ABIR va se mettre à distribuer des cartons jaunes à tous les joueurs, partager les cartons jaunes à chaque joueur sénégalais. Et c'est là où chacun d'entre eux va se mettre à retourner au vestiaire. Ils vont aller se rasseoir au vestiaire. C'est là où on assiste à une des plus belles choses du football. Voir une équipe s'opposer à l'injustice du pays hôte organisateur de la compétition. Ce qu'aucune équipe n'a osé faire jusqu'à maintenant a été fait en finale. Imaginez un match arrivé à la dernière minute du temps additionnel où il faut tirer un penalty. Et pour quand on tire un penalty, les joueurs doivent être sur le terrain. Si les joueurs sortent du terrain, le penalty ne peut pas avoir lieu. Le gardien n'est plus au but. Tout le monde rentre au vestiaire. Que fait à ce moment? On observe maintenant l'arbitre à ce moment sur le stade perdu, ne sachant pas comment gérer cette situation-là. Les joueurs qui rentrent au vestiaire, le match qui il n'a pas encore sifflé la fin, le penalty qu'on attend qui doit être tiré, les Marocains qui sont sur le stade, eux-mêmes qui veulent tirer le penalty mais ne savent pas si directement ils doivent le faire parce qu'ils se sentent aussi. Tu sens aussi ce petit dérangement-là qu'ils ont parce qu'ils savent qu'ils vont gagner cette finale-là d'une des manières les plus injustes, même de la manière la plus injuste de tout le football africain qui existe jusqu'à maintenant. Sans honneur, sans fierté et avec une injustice totale. Donc la question se pose à l'ABIR. Que faire? Est-ce qu'il arrête le match, il donne la victoire au Maroc? Est-ce qu'il patiente? Est-ce qu'il laisse jouer? Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment? Et puis, lorsque tous les joueurs rentrent, on observe un joueur qui va changer le cours de ce match. Sadio Mané, resté au stade. À ce moment du match, personne ne savait que cette petite action qu'il a fait de rester au stade pouvait être ce qui allait retourner tout ce match-ci. Sadio Mané va se mettre à rester au stade, aussi calme qu'il est depuis le début. Malgré tout ça, il reste calme. Il va poser la question à plusieurs personnes, que faire dans cette situation? C'est là où on va le voir s'approcher d'un grand homme. Un grand entraîneur qui autrefois va entraîner l'équipe du Cameroun. Claude Leroy. Sadio Mané, par respect, par son expérience qu'il a dans le football, va lui poser une simple question. Qu'est-ce qu'il fera à sa place en ce moment? Claude Leroy va lâcher une phrase qui va changer tout le cours de cette CAN. Peut-être la phrase la plus décisive, qui va donner au football africain ce qu'il avait besoin. Il va dire à Sadio Mané, ramène tes joueurs sur le terrain. Et Sadio Mané va écouter. Il va écouter la parole de ce sage homme. Il va écouter ce conseil que cet homme-là va lui donner. Il va demander à tous ses joueurs de revenir sur le terrain. Et cela, on peut voir une équipe qui respecte. Je rappelle, Sadio Mané n'était pas le capitaine de l'équipe. Sadio Mané est une légende dans son pays. Et on peut voir cette équipe qui le respecte et qui va revenir sur le terrain. Même l'entraîneur à ce moment-là ne va pas s'opposer. Parce qu'il sait, comme il va le dire, comme c'est extrait le mort, qu'il avait pris cette décision sur l'effet des émotions. On a vraiment souffert et on a montré du caractère et de la résilience. Et voilà, et derrière, ça a payé. Racontez-nous ce qui se passe au moment de ce penalty désigné pour le Maroc. Vous faites signe à vos joueurs de rentrer au vestiaire. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé à cet instant-là. Oui, parce qu'à un moment, on n'était pas d'accord. C'est juste ça. Je ne veux pas revenir sur l'effet de ce match parce que quand même, après réflexion, je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir. Bon, je m'excuse pour le football. Maintenant, après réflexion, je les ai fait revenir. Maintenant, après, voilà, on sait ce qui se passe derrière. D'accord. Vous considérez donc que c'était un peu une erreur de demander à vos joueurs de sortir et après, vous les avez fait revenir sur le terrain? Bon, mais après, parfois, on peut réagir à chaud. Parce que quand même, on s'est dit que voilà, ce penalty, est-ce qu'il existait? Parce qu'avant, on marque un but, ça n'a pas été accordé. Mais maintenant, on accepte les erreurs de l'arbitre. Ça peut arriver. Voilà, on n'aurait dit pas dû faire, mais voilà, mais c'était chose faite. Maintenant, on présente nos excuses au football. Racontez-nous aussi Sadio Mané, est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce qu'il va vraiment raccrocher du coup? Parce que je crois que vous n'êtes pas trop d'accord. Mais de toute façon, hier, je l'ai dit à la conférence de presse. Et maintenant, Sadio Mané, sa parole sur cette décision ne l'appartient pas. Donc voilà, il y a un peuple qui est derrière lui, qui le porte. Et lui, on a besoin de l'avoir le plus longtemps possible. Merci beaucoup coach, félicitations. Coach. Tous les joueurs vont revenir. Sadio Mané va aller lâcher une phrase, peut-être la phrase la plus mythique
de toute cette Coupe d'Afrique des Nations, on va jouer comme des hommes. Et c'est là où les jeunes vont se remettre à leur poste. Quelqu'un va encore essayer de s'expliquer, comme le gardien va recevoir un carton jaune. Et puis il va rentrer à son poste. C'est là où on va voir l'avant-centre marocain s'avancer avec le ballon, Brahim Diaz, ce qui a eu la faute. Et puis toute l'Afrique va retenir son souffle. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde, moi y compris avec ceux qui ont regardé le match, on se pose la question de est-ce que la justice existe encore? Seigneur Jésus, est-ce que ta justice existe encore? Et c'est là où Brahim Diaz va s'avancer avec un regard glacial, avec toute la concentration du monde entier. Il sait qu'il porte l'espoir de son pays derrière lui, 50 ans sans avoir reçu une coupe. Tant de moqueries derrière leur pays. Tout un pays qui atteint une compétition, tout un gouvernement qui investit des milliards et qui attend un retour sur investissement via cette coupe. Toute une nation. Et s'ils ont fait toutes ces choses, s'ils avaient même triché, si, c'est pour qu'il fallait au moins qu'ils gagnent à la fin. Donc, à ce moment-là, ce pénalty-ci est peut-être un des pénaltys les plus lourds de toute l'histoire du football mondial, pas qu'africain. Et c'est là où Brahim Diaz va s'avancer pour tirer son pénalty. Il va tirer ce qu'on appelle la Panenka. La Panenka, c'est un type particulier qui vient du joueur qui porte le nom Panenka. Cette frappe-là a pour but d'humilier l'équipe adverse. Le tir à l'aide d'un petit lobé qui peut être arrêté facilement, mais qui, lorsqu'il entre, humilie l'équipe adverse et montre que vous ne valez pas la peine, vous ne pouvez pas nous arrêter. C'est un but qui est très facile à arrêter si c'est que le gardien ne plonge pas. Mais que s'il plonge, non seulement l'adversaire marque, mais ça l'humilie. Et c'est une frappe qui est très souvent tentée en finale pour des joueurs qui veulent ancrer dans la légende. Parce que c'est le genre de but qui sera raconté des centaines d'années plus tard. Que vous avez gagné avec une Panenka. Ils ont humilié l'équipe adverse et remporté de la plus belle des manières. C'est un but qu'on ne fait pas par hasard. Et Brahim Diaz va mettre son pied sur le ballon. L'Afrique retient son souffle. Le temps s'arrête. Le ballon survole les airs. Le gardien sénégalais est concentré. Et puis, miracle de Dieu, Seigneur Jésus. Le gardien arrête la Panenka. Imaginez ce moment, toute l'Afrique. Tout le monde à cet instant-là était sénégalais. Moi y compris. Jusqu'à maintenant, je me sens toujours sénégalais. Parce qu'à ce moment, Mendy va s'emparer du ballon. Le score va rester vierge. Et là, le match va basculer. La prolongation commence. L'arbitre ne laisse pas le temps parce qu'ils ont tellement perdu. Ils ont perdu près de 20 minutes juste à cause de ce penalty. Le Sénégal revit. Le Maroc s'échèche. Le Maroc tombe. Le moral du Maroc s'effondre. Brahim Diaz, qui était pourtant si confiant face à ce penalty, qui avait pu changer l'histoire de son pays, offrir la CAN à son pays à cet instant. Imaginez voir la place de ce joueur derrière qui avait les attentes de plus de 42 millions de personnes. 50 ans d'attente, tout un gouvernement, toute une nation. Rater ce tir parce qu'il a voulu humilier l'équipe adverse. Il aurait pu tirer simplement et marquer facilement parce que c'est un grand joueur de renom. À ce moment-ci, il joue au Real de Madrid. Il est habitué à ces choses. On sait qu'il pouvait marquer ça facilement s'il n'avait pas fait la Panenka. Beaucoup de gens m'ont dit pourquoi la Panenka. Et son moral va s'éteindre. On va le voir pleurer sur le terrain, les yeux rouges. On va le voir presque ressemblant à un mort vivant sur le terrain, ne comprenant pas ce qui se passe. Il a l'impression que c'est un rêve. Et le Sénégal va profiter de ce moral qui atteint de l'équipe adverse. Le Sénégal va revivre. 1-0. Le Sénégal prend le dessus. Le Maroc, son destin. Dans ce stade acquis à la cause des Lions de l'Atlas, la victoire s'éloigne et l'histoire se fait ailleurs. Malgré tout ce que le Maroc a même pu faire pour récupérer le ballon, pour essayer d'égaliser, ils n'ont pas pu. Mais ce soir-là, ce n'est pas seulement un match, c'est un symbole, une finale qui restera dans la mémoire. Comme un match où le football a parlé, où tout le monde a entendu autre chose. On peut observer pendant le match plusieurs fois, c'est quelque chose qui avait été observé par les matchs précédents. On peut observer pendant le match plusieurs fois les ramasseurs de balles, ces personnes qui sont autour du stade censées ramasser les balles et renvoyer au stade, ramasser la serviette du gardien sénégalais. Pour ceux qui ne savent pas, un gardien a généralement une serviette autour du stade pour essuyer sa sueur, pour s'essuyer les gants. Parce qu'il transpire beaucoup. C'est ça qui le permet d'être performant. Ils vont plusieurs fois ramasser cette serviette-là. Et on va observer le deuxième gardien du Sénégal,
venir se mettre à ce moment-là pour défendre la serviette. Comme la vidéo le montre, il va être rué, tiré par une équipe de plusieurs personnes. Il va être tiré au sol. Quelque chose qui n'a jamais été vu dans le football africain. Imaginez un sport qui est censé être le symbole du fair play, de la justice et de l'équité. Comment est-ce que le Sénégal doit se battre non seulement contre le Maroc, mais aussi contre l'injustice que le Maroc a appliquée pendant ce moment. Et on n'a que vu ça à cause des réseaux sociaux. Ça a été viral après le match. On voit comment est-ce qu'ils le tiraient sur le stade, comment est-ce qu'ils ancraient même sur le stade pour le ramener, pour essayer d'arracher la serviette. Comment est-ce qu'ils devaient jongler ses joueurs pour envoyer la serviette à son gardien afin que le gardien puisse ne serait-ce que s'essuyer et renvoyer la serviette. Et ce qui fait encore très mal pendant ce match. On a observé 2 joueurs marocains venir sortir du stade, venir se placer pour bloquer le deuxième gardien de donner la serviette. Au lieu qu'ils soient concentrés sur ce qui est en train de se passer dans le stade, au lieu qu'ils soient concentrés et ils jouent un match équitable, qu'ils peuvent être fiers de la victoire, ils ont décidé d'être injustes. Jusqu'au point où les joueurs décident de s'humilier ainsi en partant chercher la serviette. Et c'est là où on observe aussi Achraf Hakimi venir ramasser la serviette du joueur sénégalais et le jeter très loin de ses goals. Et je rappelle, à la fin du match, il va recevoir la médaille du fair play. Imaginez ce qu'ont pu ressentir les gens pendant cette CAN. Donc cette victoire n'était pas qu'une victoire. Et je le redis, cette victoire n'était pas qu'une victoire. C'était toute l'Afrique qui a vu que la tricherie ne paye pas. La CAN 2026 se termine, le Sénégal gagne, le Maroc perd chez lui. Ce n'est pas seulement une finale. C'est le moment où le terrain parle. Après toutes les accusations, toutes les polémiques, toutes les suspicions, le football rend son verdict. Et même si le ballon a décidé, la question reste, la CAN 2026 était-elle un tournoi de football ou un spectacle où le pouvoir avait déjà écrit la fin? Elle est un miroir qui reflète ce que le football peut devenir quand il dépasse le sport. Le Maroc, pays hôte, pays favori, pays qui voulait prouver au monde qu'il pouvait organiser le sommet du football africain. Un pays qui rêvait de transformer un tournoi en symbole de puissance. Et pourtant, au lieu d'un triomphe clair, la compétition s'est retrouvée au cœur d'un débat plus grand que le terrain. On a vu la CAN devenir un enjeu de soft power, un test d'image, une vitrine politique, un pari sur l'avenir, sur la capacité du pays à accueillir des événements majeurs. Mais ce rêve s'est heurté à une réalité brutale. Des voix, des enjeux qui disaient « nous ne sommes pas d'accord », des manifestants qui dénonçaient des milliards dépensés, pendant que la santé, l'éducation, l'emploi restaient en crise. Et dans cette tension sociale, le football n'a pas pu rester innocent, car dès que le jeu devient un symbole, chaque décision devient politique. Chaque pénalty contesté, chaque faute ignorée, chaque arbitre critiqué, chaque décision controversée. La CAN 2025 a été marquée par le sentiment. Le public ne regardait plus seulement un match, il observait une justice. On a une performance inexplicablement effondrée, de comportements inhabituels et de décisions qui semblaient ne pas suivre la logique du sport. Il y a une chose que j'ai même omis de dire dans cette vidéo-ci. Il y avait aussi le fait, par exemple, que plusieurs personnes observaient qu'il y avait un même arbitre qui gérait la VAR pour tous les matchs du Maroc, ce qui n'est pas censé être le cas. Et aussi le fait que face au Cameroun même, il y avait un arbitre égyptien qui devait le gérer, mais là, le Maroc a contesté, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à imposer, jusqu'à avoir un nouvel arbitre, quelques temps avant le match. Beaucoup de personnes ont accusé le fait qu'ils voulaient cet arbitre-là parce que l'autre ne pouvait pas être corrompu. Et quand on voit ce qui s'est passé pendant ce match-là, tout le monde peut tirer sa conclusion. Des accusations circulent, des soupçons aussi. Ce que je peux dire, c'est que l'image de cette CAN s'est fissurée et que cette fissure, elle a laissé des traces. Même la finale, ce match que tout le monde attendait comme un apogée, s'est transformé en symbole, un stade plein, une tension extrême, une décision qui explose l'ambiance, un pénalty raté et une prolongation où le Sénégal finit par gagner. Le Sénégal est champion, le Maroc est battu chez lui. Le football a parlé, mais pas seulement le football. Ce soir-là, ce n'est pas seulement un trophée qui a été décerné, c'est une vérité qui s'est imposée. L'enjeu politique, il devient impossible de le regarder comme avant. La CAN 2025 restera dans l'histoire, pas seulement vainqueur, mais pour ce qu'elle a révélé. Un football qui peut être magnifique et fragile. Un football qui peut unir et diviser. Et maintenant, l'Afrique se demande, est-ce que la justice du terrain suffit encore à faire taire les doutes? La CAN 2025, ce n'était pas seulement un tournoi. C'était un miroir tendu à l'Afrique
et on monte. Le Maroc, pays hôte 2 fois dans l'histoire, a voulu offrir une CAN grandiose, un spectacle, une vitrine, une preuve de puissance. Mais quand un pays investit autant, quand l'enjeu dépasse le sport, il arrive que le football devient autre chose. Des manifestations ont éclaté, des enjeux ont dénoncé l'argent dépensé dans les stades, alors que la santé, l'éducation, l'emploi étaient en crise. Des joueurs eux-mêmes ont relayé ces revendications. Et ça veut dire que la tension n'était pas seulement sur le terrain, elle était partout. Et puis, il y a eu les accusations, les soupçons, les décisions contestées, les arbitres au sein de la polémique, les supporters qui se sentaient trahis, l'Afrique qui s'interroge. On parle même de matchs biaisés, de billetteries contrôlées, d'incidents autour des rencontres, des journalistes retrouvés morts dans leur chambre d'hôtel. Je ne peux pas confirmer toutes ces accusations comme des faits prouvés, mais elles ont circulé et elles ont marqué les esprits. Et c'est ça le problème. Parce que même si on gagne sur le terrain, si la confiance disparaît, le trophée devient secondaire. La finale, c'était le moment où tout se résumait. Un penalty manqué, une tension folle. Et finalement, le Sénégal qui gagne. Au bout des prolongations, le Sénégal est champion. Le Maroc est battu chez lui. Et le monde retient une image, une histoire, un débat. Alors aujourd'hui, la question n'est plus seulement qui a gagné, mais qu'est-ce que cette CAN a révélé? La CAN 2025 a montré que le football n'est jamais seulement du football. Quand le pouvoir s'en mêle, quand l'argent s'en mêle, quand l'image devient plus importante que le jeu, le sport devient un symbole. Et ce symbole, il est lourd, il peut unir ou il peut diviser. Ce que l'Afrique retiendra de cette CAN, ce n'est pas seulement un résultat, c'est une leçon, une mise en garde et un appel à la vérité. Parce que si la justice divine existe encore, alors elle ne se contente pas de juger sur le terrain. Même le Seigneur Jésus n'a pas pu laisser le Maroc gagner. Elle juge aussi dans les cœurs, dans l'histoire, dans la mémoire. La CAN 2025 est terminée.